Bonjour à tous. Je voudrais commencer par vous parler de mon nouveau héros depuis que Johnny Hallyday est mort, qui est Oli Frost. Vous connaissez Oli Frost? Donc Oli Frost a eu l'idée de génie, il y a un mois, de rassembler l'ensemble des données qu'il a postées sur Facebook depuis 10 ans et de les mettre en vente sur eBay. Il a commencé les enchères à 0,99 $ et elles sont montées jusqu'à 400. Il disait, c'est très simple, puisque de toute façon Facebook fait de l'argent avec mes datas, pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de récupérer ce que j'ai posté moi-même? C'est bien moi qui ai posté les photos, c'est bien moi qui ai écrit mes messages. Et ensuite, de faire ce que fait Facebook, c'est-à-dire de les mettre dans le commerce. Et puis, au moment de conclure cette vente, qui, je précise, il ne se dépossède pas évidemment de ces photos, mais il en donne le droit de cession, c'est exactement comme pour les droits d'auteur. Au moment de conclure cette vente, il a reçu un message d'eBay lui disant « Mais non, mais finalement, on considère que votre activité est illégale, car il y a des terms and conditions chez Facebook qui fait que vous n'avez pas le droit de faire ça, que vos données ne vous appartiennent pas et que vous ne pouvez pas les mettre en vente. » Alors j'ai un peu regardé le parcours de Oli Frost. Il a un site assez marrant que je vous recommande qui s'appelle LifeFaker, qui propose des photos pour tous ceux qui ont une vie pourrie pour mettre sur Facebook. Alors vous avez une jolie fille au réveil, une jolie plage pour les vacances. Moi, par exemple, je pourrais avoir une photo de Jacques Attali me demandant une dédicace. Vous voyez? Chacun peut imaginer sa vie rêvée. Et je trouve que les questions que pose Oli Frost sont excellentes. La première, c'est est-ce que mes datas personnelles ont de la valeur? Visiblement, oui. S'il y avait des gens capables de payer 400 $, c'est pas énorme, enfin, c'est tout de même une somme significative. Est-ce que mes données m'appartiennent? Visiblement, non, puisque légalement, ça lui a été refusé. Et aux États-Unis, ce n'est pas une question d'Europe ou d'Amérique. Et troisièmement, est-ce que finalement, les réseaux sociaux, les algorithmes qui travaillent nos données ne nous enferment pas dans une norme sociale assez oppressante, d'où cette idée du LifeFaker. Et d'ailleurs, comme moi j'ai voulu m'acheter des photos sur LifeFaker, et en fait, le LifeFaker est lui-même un fake, puisque quand vous cliquez sur Buy, ça vous renvoie vers un site de conseil psychologique pour apprendre à avoir confiance en vous et vivre mieux votre vie. Et moi, je pense que ces trois questions posées par ce jeune homme peuvent être résolues par un instrument juridique qui s'appelle la propriété privée. Et c'est pour ça que je plaide, que le think tank que je dirige a publié un rapport substantiel sur l'idée de patrimonialité des datas, c'est-à-dire tout simplement l'idée de donner un droit de propriété privée qui n'existe pas aujourd'hui ni en droit américain ni en droit européen sur les données personnelles. Et dites que vous en êtes, et considérez que vous en êtes propriétaire comme vous êtes propriétaire de votre voiture ou de votre maison. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par un petit éloge du droit de propriété, parce que figurez-vous que le droit de propriété a mauvaise presse aujourd'hui. Il y a 10 jours, des grands intellectuels français, dont Marcel Gauchet, dont le juriste Antoine Lyon-Camp, enfin des gens très sérieux, ont publié une tribune dans Le Monde, alors je vous rassure, on publie une contre-tribune demain, expliquant qu'il fallait limiter constitutionnellement, profiter de la réforme constitutionnelle pour introduire dans le droit une limitation au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre au nom du bien commun. Les gens se méfient de la propriété privée, parce que la propriété privée laisse évidemment à l'individu une liberté très grande. Elle laisse la liberté, classiquement, de l'usus, de l'abusus et du fructus. Pouvoir utiliser les choses comme on le souhaite, mes données, de pouvoir en abuser, les détruire. À quoi bon un droit à l'oubli? Le droit de la propriété privée le recouvre. Et aussi du fructus, de pouvoir les faire fructifier, mais aussi de ne pas les faire fructifier. Quand vous avez une maison, personne ne vous oblige à la vendre. Et ce droit de propriété a toujours été, dans les grandes époques de révolution ou de rupture technologique et sociale, une conquête de l'individu contre les pouvoirs établis, contre les privilèges, contre les oligopoles. Ça a été la conquête, évidemment, des paysans contre les seigneurs. Jusqu'à la Révolution française, jusqu'en 1792 exactement, les paysans avaient la tenure sur leurs terres. Ils n'en avaient pas la propriété. Ils ne pouvaient pas l'aliéner. Ils ne pouvaient pas la vendre ou la transmettre comme ils le souhaitaient, puisque le seigneur gardait le droit de main morte sur la terre. Ensuite, les auteurs dramatiques, les romanciers, ont obtenu l'extension du droit de propriété à leurs œuvres, c'était Beaumarchais au XVIIIe siècle, contre les copistes. Lors de la Révolution industrielle, les inventeurs
ont permis de généraliser le droit de propriété intellectuelle, qui les protégeait contre les reproducteurs. Et aujourd'hui, il me semble qu'il est tout à fait naturel, ce droit de propriété, c'est une invention artificielle, et c'est quelque chose qui, encore une fois, protège l'individu dans sa création. Et aujourd'hui, il est tout à fait naturel de l'étendre à ce nouveau domaine technologique qu'est le numérique, en le mettant sur les datas. J'aimerais refaire un petit détour par le servage, par les écrits de Georges Duby sur le servage. Et le servage, vous voyez, le contrat de servage, il est assez clair quand vous êtes un serf. Vous n'êtes pas véritablement un esclave. Vous donnez tout ou partie de votre production agricole contre des services gratuits. Ça va être la protection contre la guerre, l'utilisation du four ou du moulin, qui sont les monopoles du seigneur et auxquels vous ne pouvez pas faire concurrence. Et à côté de ça, vont se développer des villes franches, comme Villefranche les Avignon, où les ex-serfs vont pouvoir s'organiser entre eux. Les villes franches, c'est un peu l'équivalent de DuckDuckGo aujourd'hui, tous ces outils qu'on peut utiliser pour se réapproprier un certain nombre de fonctions numériques. Mais évidemment, les villes franches, c'est toujours pour une petite minorité d'activistes. La grande majorité aujourd'hui est toujours serf numérique, puisque contre des services gratuits, nous devons offrir tout ou partie de notre production, à savoir de nos datas. Alors, vous me direz quel est le problème, puisque quelque part, chacun y trouve son compte. Et c'est effectivement la question que se pose Jean Tirole dans son livre « Économie du bien commun ». Il y a un chapitre sur la patrimonialité de la data. Il dit, finalement, quelque part, on obtient contre nos datas des services non rémunérés qui sont une forme de valeur. Mais je dirais, et puis naturellement, ça se fait via ce que Tirole appelle les marchés bifaces, c'est-à-dire via la publicité, qui, elle, génère la valeur de l'agrégation des datas, qui, retargetant ensuite l'utilisateur premier, permet de générer une économie de la data. Publicité qui va devenir de plus en plus envahissante, puisque Google, dans une lettre à la SEC américaine, il y a quelques années, avait expliqué qu'il avait demandé l'autorisation de, dans le futur, pouvoir installer de la publicité sur les verres de lunettes, les pare-brises de voiture et les frigos. On est au tout début. Comme dans Minority Report, vous savez, où le héros erre dans un couloir, je crois, de métro ou dans un lieu public et voit des publicités qui lui disent « Ah, John Anderton, tu as sans doute envie d'une bière, tu as eu une journée très fatigante. » Alors, quel problème ça pose? Ça pose trois problèmes. D'abord, ça pose un problème juridique, car les clauses des Terms and Conditions que nous signons sont des clauses léonines, c'est-à-dire que personne n'a jamais pu ni lire, ni comprendre, ni bien sûr négocier les contrats qu'il signe pourtant à longueur de journée. Une étude américaine montrait qu'un Américain moyen clique 1700 Terms and Conditions par an, que ça lui demanderait 77 jours à temps plein pour les lire. Du coup, on peut mettre n'importe quoi dans ces Terms and Conditions. GameStation, par exemple, avait fait l'expérience d'inclure dans ces Terms and Conditions la vente totale et définitive de notre âme au diable, que 700 utilisateurs ont accepté pendant une journée. C'est pour ça que je pense que ce servage numérique, on peut le rebaptiser le pacte softien, comme Faust et comme software. Le deuxième problème, c'est un problème économique, puisque ces données personnelles ont une valeur gigantesque. On les estime à 8% du PIB européen d'ici 2020, soit 1 000 milliards de dollars. Et cette valeur, aujourd'hui, est uniquement récupérée par l'agrégateur de data. C'est normal que l'agrégateur récupère une part de la valeur. La plateforme, effectivement, elle fabrique des bases de données. Et vous noterez que ces bases de données sont, elles, soumises au droit de propriété intellectuelle et ont, elles, une valeur marchande. Mais le producteur primaire, le producteur de la matière première, ne retire absolument rien et si vous voulez, le maillon faible de la chaîne de valeur. Et puis ça pose une question, et on en parlait tout au début, une question culturelle, puisqu'à partir du moment où vous ne maîtrisez pas vos datas, vous êtes pris dans ces boucles de retargeting, où vous entendez ce que vous voulez entendre, vous voyez ce que vous voulez voir, vous pensez ce que vous voulez penser, et où au final, comme le dit Jaron Lanier, qui est le premier à avoir vraiment soulevé ce sujet de la propriété des données aux États-Unis il y a 5 ans environ, dans un très beau livre qui s'appelle « Who Owns the Future ?», il explique « Free veut dire que votre vie est déterminée par quelqu'un d'autre ». Alors, face à ce constat maintenant largement partagé, il est amusant de voir que les différentes options de philosophie politique réapparaissent et qu'elles ne sont en rien obsolètes. Vous avez d'abord le capitalisme de connivence qui veut conserver le statu quo
Et ça, c'est la tribune du patron de Criteo, il y a quelques mois dans les Échos, qui dit en fait, ça serait encore plus simple si on mettait en place un consentement universel. Je consens une fois pour toutes à céder toutes mes données. Comme ça, il n'y aurait pas besoin de cliquer sur tous ces terms and conditions. On le ferait une seule fois et puis après, on serait pillé sans aucun recours. Vous avez une deuxième option qui est l'option socialiste du tax and spend. Et c'est pas un hasard si Julien Drey, je trouve, sur un plateau, alors c'était peut-être pas très calculé, pas très pensé, mais je pense que l'analyse est correcte, a dit, bon, puisqu'on produit de la valeur et qu'on n'est pas rémunéré par cette valeur, pour cette valeur, il faut taxer celui qui s'accapare cette valeur et redistribuer de manière égalitaire à tous les citoyens. C'est pour ça qu'il proposait que chacun touche quelques dizaines de milliers d'euros à l'âge de 18 ans, financé par une taxe sur, dit-il, les GAFA, qui ferait donc retourner la future valeur produite par l'utilisateur. Vous voyez, c'est un système socialiste puisque c'est un système qui passe par le tiers, qui est l'État, qui récupère cette valeur. Vous avez les souverainistes qui veulent récupérer l'ensemble, centraliser l'ensemble des datas. C'est la thèse de Pierre Bélanger dans la souveraineté numérique. Il dit, bon, l'État n'a qu'à ramasser l'ensemble de nos datas, les encrypter, et puis ensuite les redistribuer goutte par goutte aux différents acteurs privés ou publics. Vous avez l'option social-démocrate, qui est l'option de la CNIL, de la Commission européenne aujourd'hui, qui est l'option du RGPD, et qui dit, bon, il faut donner des droits et des obligations. C'est-à-dire, c'est du droit, on appelle le droit personnel. Et donc, on va donner le droit à l'oubli, le droit à la portabilité, et en retour, les plateformes vont avoir des obligations de dévoiler leurs algorithmes, etc. Vous avez enfin, presque enfin, une option que je trouve particulièrement intéressante, qui est l'option anarcho-syndicaliste, et qui est aujourd'hui portée aux États-Unis par Glenn Weil, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Radical Markets, dans lequel il développe ça, et qui dit, bon, mais les data, c'est du travail. Data is labor. Et donc, il faut s'organiser collectivement pour être payé pour la valeur du travail que nous fournissons. C'est pour ça que c'est très proudhonien comme raisonnement. S'organiser en syndicats, et ces syndicats pourront négocier ensuite avec les GAFA. Et puis, vous avez l'option que je défends naturellement, puisque c'est là d'où je viens, qui est l'option libérale, qui consiste à dire, on va instaurer un rapport contractuel direct entre le producteur de data et l'agrégateur. Et donc, on va réclamer de donner un droit, on va donner un droit de propriété privée au producteur de data, c'est-à-dire vous et moi, qui va lui permettre ensuite d'être rémunéré directement, sans passer par le tax and spend, par les plateformes. Donc ça voudrait dire, très concrètement, quoi? Ça voudrait dire, pour caricaturer, que Facebook va vous payer. Mais Facebook ne va pas nous payer tous de la même manière. Ça va dépendre de la valeur que nous produisons, de la fréquence d'utilisation, de ce que nous postons sur Facebook, de notre propre environnement, de l'intérêt que nous avons pour tel ou tel publicitaire. Mais à l'inverse, ça vous permet aussi, si vous négociez votre contrat différemment, de payer vous-même pour qu'aucune utilisation externe ne soit faite de vos données. Ça vous permet de dire, moi, je souhaite utiliser tel et tel service en conservant l'ensemble de mes données. Or, j'ai bien conscience qu'auparavant, ce service était gratuit parce que mes données étaient une manière de vous rémunérer. Désormais, je veux les reprendre, donc je vous paye l'externalité que je vous cause. Ce qui voudrait dire que, par exemple, vous pourriez utiliser Waze sans activer votre propre géolocalisation, utiliser Waze de manière, disons, anonyme. À ce moment-là, vous allez payer Waze au lieu de recevoir la publicité pour les McDonald's quand vous traversez une ville. Alors, quelle forme concrète ça pourrait prendre? Ça pourrait prendre la forme d'un compte intelligent qui stockerait l'ensemble de vos datas. C'est pour ça que la portabilité, d'ailleurs, ou des initiatives comme Cozy Cloud vont tout à fait dans ce sens. Et ensuite, vous détermineriez contractuellement l'utilisation que vous voulez faire de vos datas en fonction des différents secteurs et en fonction de vos envies, de votre arbitrage personnel entre confort, rémunération et vie privée. Vous pourriez dire, par exemple, mes données santé, je les donne, c'est pour la recherche, c'est gratuit. Mes données de géolocalisation, je les garde, je veux absolument que personne ne sache où je suis, et du coup, je paye en échange. Et ça veut dire que quand j'achète une voiture, je suis prêt à l'acheter un peu plus cher pour que mes données ne partent pas directement au constructeur. Moi, je suis absolument terrifié à l'idée d'acheter une voiture neuve et que Volkswagen ou Peugeot ou je ne sais qui sache minute par minute où je me trouve et si j'ai ralenti ou freiné de manière trop brusque.
Et puis vous pourriez dire, mes données de e-commerce, ça je m'en fiche, vous en faites ce que vous voulez, mais en échange, vous me rémunérez pour la valeur que je produis. Et naturellement, on peut imaginer, vous n'allez pas négocier tout seul avec Facebook, mais une fois que ce droit de propriété sera installé, naturellement, des gros intermédiaires qui vont apparaître, qui vont être comme des sociétés de gestion de droits d'auteur, si vous voulez, qui vont amalgamer des millions et des millions d'utilisateurs, qui vont les décomposer en contrats individuels et qui vont négocier avec les grandes plateformes. On dit, si vous voulez des datas, ben voilà, ça coûte tant et tant pour telle et telle personne. Bien sûr, on ne peut pas imaginer la forme que ça va prendre, mais simplement le droit de propriété permettra de passer de ce qui est aujourd'hui un troc, au mieux une extorsion au pire, à un véritable marché qui redonne du coup toute une possibilité de choix à l'individu. Il ne s'agit pas... Certains peuvent avoir envie de faire de l'argent avec ça, comme Oli Frost avec ses $400, mais ça vous permet surtout une palette d'utilisation de vos données suivant vos choix individuels. Ça vous permet aussi une certaine résistance à l'État. L'État qui veut prendre vos données, vous pourrez le... Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous allez devant le juge administratif. Demain, vous pourrez aller dans le juge civil en disant vous n'avez pas le droit de m'exproprier de mes données, par exemple de mes métadonnées. Vous savez que vos métadonnées sont filtrées en permanence par des algorithmes classés secret défense, c'est l'article 2 de la loi renseignement. Aujourd'hui, vous n'avez pas de recours. Demain, avec un droit de propriété, vous pourrez dire que c'est une expropriation qui n'est pas proportionnelle à l'intérêt général recherché, par exemple. À l'inverse, vous pourriez avoir des entreprises qui vous rémunèrent mieux que d'autres, parce que c'est leur business à eux, pour que vous produisiez de la donnée propre. J'ai rencontré des boîtes de green tech, par exemple, parce que quand on parlait de ça aux agriculteurs, ils sont vraiment sur la même ligne, ils savent ce que c'est qu'un marché et un droit de propriété, et il y a déjà des boîtes qui se mettent en place pour inciter les agriculteurs à produire de la donnée de qualité, parce qu'ils produisent de la donnée constamment entre les machines à traire, les tracteurs, etc., et à la rémunérer en conséquence. Alors, comme on m'a dit que j'avais assez peu de temps, je vais faire les objections et les réponses tout seul, si vous permettez. Donc, la première objection, c'est la donnée n'existe pas, la donnée ne vaut rien, la donnée n'a aucune valeur. La donnée individuelle, c'est que dalle. Là, je répondrai par le grain de blé. Quand vous voyez un grain de blé sur un chemin de terre, vous n'allez pas le ramasser en vous disant « c'est précieux, je le garde ». Vous marchez dessus. Et pourtant, si la tonne de blé a un prix, c'est parce que le grain de blé en a un, parce que c'est l'accumulation des petits grains de blé qui fait la tonne. Et donc, même si cette valeur est infinitésimale, même si elle est 10 puissance moins 20 de centimes, elle existe. Et à partir du moment où vous pouvez mesurer, chiffrer cette valeur, vous pouvez avoir un marché qui sera un micro-marché avec des nano-paiements en flux continu, mais qui néanmoins produira in fine de la valeur. Alors, quelle valeur? C'est le sujet de la deuxième étude que nous avons mise en route avec des économistes de Toulouse School of Economics pour essayer de mesurer la valeur réelle de la donnée personnelle en fonction des secteurs, en fonction des utilisations, en fonction des gens. Après, deuxième objection, oui, mais c'est inégalitaire. Alors, première sous-objection de ça, c'est de dire les données des riches valent plus. C'est pas vrai. La donnée, ça dépend des utilisations, encore une fois. La donnée d'un chauffeur de camion pour Waze a infiniment plus de valeur que la donnée d'un milliardaire qui prend sa voiture une fois par semaine. De même, la donnée de quelqu'un d'âgé, de très malade, pour une boîte pharmaceutique a beaucoup plus de valeur que la donnée d'un jeune bien portant, etc., etc. Deuxièmement, seuls les riches, deuxième sous-objection, seuls les riches vont pouvoir se payer la vie privée. Non, simplement la vie privée, ça c'est une question de redistribution plus large, sur laquelle moi j'ai d'autres réponses. On a travaillé sur le revenu universel. C'est simplement qu'on réintroduit la vie privée comme dans le panier des choix de consommation. Alors qu'aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas le choix puisque, comme on le disait au début, nous sommes des serfs. Et troisième objection, oui, mais les gens vont mal utiliser leurs données. Ils vont faire n'importe quoi. C'est l'objection du Conseil d'État dans son rapport sur le numérique de 2014. Et c'est la ligne paternaliste française traditionnelle qui considère que les gens, les individus, ne sont pas capables de déterminer ce qui est bien pour eux. Et là, c'est vraiment une opposition politique franche et frontale. Moi, je pense que l'individu n'a pas besoin d'être protégé contre lui-même. Et il y a une troisième objection qui est une objection plus métaphysique, qui vaut quand même le coup qu'on s'y arrête. La présidente de la CNIL, la première fois que je lui ai exposé cette idée, ensuite nous avons eu une dizaine de débats tous les deux, donc on se connaît par cœur, mais la première fois qu'elle en a entendu parler, sa première réaction a été de dire « si on fait ce que vous dites, on va finir par vendre son rein ». Alors, bon, d'abord, je trouve ça un peu déloyal dans le débat public d'immédiatement lancer « vendre son rein ».
ce qui a permis ensuite à Tristan Nitto d'afficher des photos de reins. Enfin, vous voyez, le débat était très, très sophistiqué. Mais quelque part, elle pose une bonne question. Et je vais vous donner, en disant, ce qui est un raisonnement de juriste, finalement, la donnée est l'expansion de la... Enfin, l'émanation de la personne est indisponible, donc la donnée doit l'être également, elle ne doit pas être objet de commerce. À quoi on peut dire que d'abord c'est un déni économique, puisque ces données sont déjà objet de commerce. Donc à ce moment-là, si on va jusqu'au bout du raisonnement, il faut tout simplement interdire Facebook, ou interdire à Facebook d'utiliser la publicité, ce qui revient au même. Deuxièmement, bon, ça c'est une argutie juridique, mais dans le rapport que nous avons publié, nos juristes considèrent que la donnée peut être considérée comme un bien extérieur, donc un bien extérieur à la personne. Troisièmement, c'est aussi un procès d'intention, parce que ce n'est pas parce qu'il y a le fait qu'on constitue un marché avec des droits de propriété n'efface pas le fait qu'il y ait des droits fondamentaux. Le RGPD, c'est très bien. Si on se met collectivement d'accord pour que le droit à l'oubli, par exemple, soit non négociable, c'est un droit fondamental, c'est comme la Déclaration des droits de l'homme. Vous avez des droits fondamentaux, la liberté d'expression, vous ne pouvez pas la vendre, mais au-dessus de ça, vous avez une couche de marché. Donc, ce n'est pas des choses qui sont en opposition, le droit de la personne et le droit de la propriété. Et le droit de la propriété est quand même un des droits fondamentaux de la personne. En tout cas, dans la Déclaration des droits. Voilà. Et la dernière objection métaphysique la plus intéressante, c'est de dire, c'est celle que je disais, c'est de dire le corps est indisponible, la donnée est l'émanation du corps, donc elle ne peut pas être objet de commerce. Et là, si on va jusqu'au bout de mon raisonnement ou de ma philosophie, il va falloir admettre que s'il y a une propriété de soi sur soi, et que l'individu n'est pas sujet de droit indisponible, mais propriétaire de lui-même, c'est d'ailleurs le grand argument contre l'esclavagisme au XIXe siècle. Si je suis propriétaire de moi-même, les autres ne le sont pas. Et ça, c'est un sujet que la bioéthique nous force à ouvrir, puisqu'aujourd'hui, le principe d'indisponibilité du corps vient clasher de manière fondamentale avec le principe de brevetabilité du vivant. Donc savoir à qui appartient tout ça, toutes ces cellules, cet ADN, ces cheveux et les datas qui en émanent, et qu'on le veuille ou non, une question qu'il va falloir se poser dans le siècle qui vient, parce que c'est une question qui a des enjeux économiques et politiques et théologiques majeurs. Voilà. Alors, où en sommes-nous de tout ça? D'abord, bon, ce rapport a fait beaucoup de bruit dans le petit milieu du numérique. Si vous voyez le ministre Majoubi plus tard, vous pourrez lui transmettre mes salutations, puisque je n'ai jamais réussi à lui en parler directement. Et je pense que la première chose à faire, c'est déjà de s'affranchir une fois pour toutes de la rhétorique du partage ou de l'économie du partage. Le numérique, ce n'est pas l'économie du partage, c'est une économie hyper capitaliste avec des rapports de force économique qui sont très forts. Donc il faut le prendre comme ça. Et l'idéologie de l'économie du partage, c'est finalement une idéologie qui vous endort et qui vous ôte la possibilité de comprendre ce qui se fait à votre détriment aujourd'hui, sur le plan rhétorique. Ensuite, les autorités réagissent assez évidemment frontalement à cette proposition, mais elle fait son chemin. Elle fait son chemin d'abord aux États-Unis, où le débat est à peu près le même, via notamment Jaron Lanier et Glenn Whale et d'autres chercheurs de Stanford. Elle fait son chemin aussi dans la tech elle-même. Et comme souvent, la tech pousse le droit. Toutes les semaines, je reçois un message d'une boîte aux États-Unis ou en France qui fait quelque chose comme de la monétisation de la data. Ça peut être fait d'ailleurs de manière totalement ouverte, comme des boîtes aux États-Unis qui permettent, vous savez que le médecin aux États-Unis qui vous fait un scan, vous fait payer le scan et lui-même revend le scan. Donc il touche des deux côtés, à des assurances ou à des boîtes pharma. Donc il y a des boîtes qui permettent de récupérer son scan et de le revendre soi-même et de payer ainsi ses dépenses de santé. Mais vous pouvez aussi faire... La patrimonialité vous permet de tout faire. Vous permet de ne pas rentrer dans le commerce. Vous permet par exemple de vous organiser en coopérative. Vous avez une boîte qui s'appelle Myco à Lyon, qui, suivant le même principe, agrège les données des différents utilisateurs de la coopérative. Donc vous avez un ticket dans la coopérative, vous êtes sociétaire, comme on dit. Ensuite, elle revend ces données groupées aux entreprises qui les demandent et elle redistribue le tout en dividendes égalitaires aux membres de la coopérative. Le droit de propriété vous permet de faire plein de choses. Pas obligé de rentrer dans le circuit capitaliste si vous n'en avez pas envie. Voilà. Et puis, on sent bien que le débat avance aussi chez les grands acteurs de la tech. Je ne sais pas si vous avez suivi cette interview juste après le scandale de Cambridge Analytica. Et d'ailleurs, ce qui était très intéressant dans ce scandale, c'est que le plus scandaleux, c'est qu'en fait, Facebook avait le droit de faire ce qu'il faisait, puisque vous cliquez dans les Terms and Conditions, le fait de vous déposséder de vos données à des fins de recherche. Et donc,
Sheryl Sandberg a répondu à une interview sur CNBC, je crois, où le journaliste lui demande « Bon, vous nous dites que vous protégez quand même notre vie privée, etc., mais est-ce qu'il y aurait la possibilité d'un opt-out total, que Facebook n'utilise absolument pas nos données ?» 0%. Et là, Sandberg a répondu, ce qui est en plein dans le sujet, « Yes, but it's gonna be a paid product. » Ça, c'est le premier versant vente. Maintenant, dans le versant achat, si je puis dire, conservation de la vie privée, le whistleblower de Cambridge Analytica, qui répond au nom quand même assez extravagant de Brittany Kaiser, l'empereur d'Angleterre, a écrit une tribune dans le Financial Times il y a un mois, expliquant que pour éviter le genre de... Donc lui, d'un point de vue d'activisme politique, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le marché ou la monétisation ou le capitalisme, que pour éviter que ce genre de scandale se reproduise à l'avenir, il faudrait instaurer ownership rights on personal data, comme sur la maison, comme sur la voiture. Parce que le droit de propriété vous permet de vendre, mais il vous permet aussi de vous protéger. En tous les cas, il vous permet de retrouver votre propre valeur. La valeur que vous produisez et quelque part la valeur que vous êtes. Voilà, donc cessons d'être des serfs et demandez au monsieur qui sera sur scène dans quelques heures un droit de propriété privée sur vos données personnelles. Merci.